retenons bien que cette élection qui va avoir lieu n'est pas seulement une élection pour choisir un président de la République. C'est une élection qui va mettre fin à une période et qui va ouvrir une autre période. La période qui s'achève est la période que je pourrais appeler la période ouvrière. C'est la période marquée par la stature de Houphouët-Boigny. Dès que j'ai mis les pieds en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande méprise entre Houphouët-Boigny et moi-même. Il pensait que j'étais rentré parce que j'étais fatigué de lutter. Et que donc, naturellement, je rentrais pour être à ses côtés. Or, moi, je rentrais parce que j'avais exécuté la première partie du travail que je devais exécuter en Europe. Donc, il fallait que je vienne pour que nous continuions. Autour du fouet, on me faisait toutes sortes de propositions. Ministre de ceci, ministre de cela. Mais je n'étais pas venu pour être ministre. J'étais venu continuer mon combat sur le terrain national. C'était ça. Mais je dois à la vérité historique de souligner un trait de fouet. Lui-même, de sa bouche, ne m'a jamais proposé de l'argent. Lui-même ne m'a jamais proposé aucun poste. Ce sont les choses qui étaient toujours dites par les gens de son entourage. La statue de Houphouët-Boigny a imprégné, marqué, façonné cette période-là. Malheureusement, à son décès à 1993, sa succession a été mal réglée. Elle a été très mal réglée et le fait de régler de cette façon-là la succession nous a mené les conflits que nous connaissons depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. La mort de Fouet a sonné comme un gong qui annonce le début du combat des héritiers. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids, des responsabilités de chef de l'État. Je les assume dès maintenant. Le pays sera gouverné pour tous, Ivoiriens et étrangers vivant sur notre sol. À cette fin, je demande à tous de se mettre à ma disposition. La mort du Fouet allait entraîner une grande émotion dans le pays. Et cette grande émotion, elle profite toujours au parti du défunt. Il faut le savoir. Et puis, en entrant dans l'année 1999, on a vraiment commencé à s'inquiéter. D'abord sur l'état de l'économie, sur l'état moral de la nation. Le problème des 18 milliards de l'Union européenne a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Et la lutte entre Alassane Ouattara et Bédié braquait Bédié. Donc il ne faisait pas les pas nécessaires pour améliorer ses rapports avec le FMI. Parce que en faisant des concessions pour améliorer ses rapports avec le FMI, il avait l'impression de faire des concessions à Ouattara.
la lutte avait dépassé le cadre de la lutte entre les héritiers. Parce que là, c'est la Côte d'Ivoire qui était concernée. Je me trouvais en décembre à Libreville. J'étais ce jour-là d'ailleurs en train de parler avec le président gabonais, le président Bongo, quand sa secrétaire est rentrée pour nous annoncer que le régime du président Bédié venait d'être renversé par un coup d'État militaire. Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé à mon domicile, tous les dirigeants du parti étaient là. Nous avons commencé une réunion. Le ministre Lida nous a fait le point du coup d'État, le point du déroulement. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit, mais nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Et il sera candidat. Apprêtez-vous à l'affronter. Que j'ai connu Gueye depuis 1971, son heure est arrivée, il ne travaillera pas pour quelqu'un. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés, la connaissance de l'homme. Mais attention, s'il nous demandait de rentrer dans le gouvernement de transition, nous rentrerions et nous le laisserions tranquille pour ne pas avoir à être dérangé par lui. J'étais en train d'écrire une lettre à Anaki, qui était en prison encore, en 90, quand on est venu m'annoncer que, à cause d'une coupure de courant, les étudiants de la cité universitaire de Yopougon étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Et je me souviens que je lui ai noté ça dans la lettre. Et puis, ensuite, ça a été de l'agrénage, ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins, c'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. Alors, qu'est-ce que le FPI a fait? J'écrivais des textes que je signais de mon nom et qu'on distribuait dans les manifestations. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que au moment où la rue bouillonne, pour plusieurs raisons, je suis le seul à être dans la tête des gens. Et ce bouillonnement, nous y participons, nous l'entretenons. J'étais en tournée à l'ouest quand on m'a téléphoné pour m'informer que les militaires avaient envahi la cité universitaire de Yopougon. Les militaires, sous le commandement de Guy Robert, qui était chef d'état-major à l'époque, ont envahi cette cité. Des étudiants ont été défenestrés, des étudiantes ont été violées, etc. On a parlé de mort, mais très prudent, le FPI n'a pas parlé de mort. Le FPI a parlé de victimes. Les partis politiques étaient considérés comme des ennemis, mais en même temps, les syndicats aussi, qui avaient pris du poids à la bête, et surtout un nouveau syndicat, le syndicat des étudiants, la FESI. Alors pour eux, la FESI était le bras armé des partis politiques. Donc en frappant la FESI, on affaiblissait les partis politiques. Ils avaient tort, mais c'était leur conviction. Et c'était cette conviction-là qui les faisait agir. Le FPI a demandé une commission nationale d'enquête, là où d'autres organisations politiques réclamaient des commissions internationales d'enquête. Mais ça, c'est un de mes traits de caractère. C'est aussi un des traits de caractère que j'ai réussi à imprimer au Front populaire ivoirien.
je pense que la plupart des Ivoiriens n'ont pas confiance en leur pays. Pour peu, les gens réclament des commissions internationales. Mais pourquoi une commission internationale? Nous avons en Côte d'Ivoire des institutions. Même si elles fonctionnent mal, travaillons pour qu'elles fonctionnent bien. Ce n'est pas en recourant à des étrangers à tout moment qu'on peut réussir à résoudre nos problèmes intérieurs. On a fait beaucoup de manifestations et au bout d'un moment, le président Houphouët a cédé. Il a donc reconnu la nécessité de mettre sur pied une commission nationale d'enquête. Le FPI a accepté et a travaillé au sein de cette commission. Cette commission était présidée par Camille Odié. Elle a dégagé les responsabilités de l'armée. Mais avant de continuer, je dois vous dire que dans la même année 91, en décembre exactement, un projet de loi gouvernementale est arrivé à l'Assemblée nationale. La loi sur la presse, mais qui était en réalité la loi contre la presse. Et nous, le Front populaire ivoirien, avons décidé de manifester. Or, la loi allait être votée de toutes les façons. Parce que même dans les rues, disposant de l'armée, de la gendarmerie, de la police, on allait finir par balayer la rue et nous écarter. À l'Assemblée nationale, nous étions 9 députés, 675. Donc la loi allait passer, mais il fallait marquer le coup. Et montrer que nous n'étions pas d'accord. Nous avons fait des barricades. Et j'assume ces barricades-là. Je les ai assumées hier, je les assume aujourd'hui. Je pense que dans un régime démocratique, l'un des fondements de la démocratie, c'est la responsabilité. Mais le PDCI en a été meurtri. Et donc, ceux des gens qui nous informaient, qui étaient dans l'appareil et qui nous informaient quotidiennement, nous ont informé que meurtri, certains nombres d'animateurs du PDCI, pas tout le monde, 3 ou 4, ont résolu de nous infliger une correction sévère. Quand nous avons appris ça, ne sachant pas quelle forme cette correction allait prendre, j'ai annulé tous mes voyages à l'étranger. Je ne pouvais pas supporter l'idée que le FPI soit frappé pendant que moi, j'étais absent. Je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un puisse penser un seul instant que j'ai fui la répression pour laisser mes camarades dans les griffes, dans la gueule du loup. Il y a eu de bons amis comme Ben Soumoro qui m'ont conseillé, par exemple, de reculer un tout petit peu. J'ai dit non. Il ne sera pas dit que Gbagbo a cédé sous la pression. Il ne sera pas dit qu'il a eu peur. Et il ne sera pas dit qu'il a laissé ses camarades dans les griffes du lion. Alors là-dessus, la Commission nationale d'enquête sur les événements de Yopougon rend son rapport et demande que soient corrigés les officiers supérieurs responsables d'une telle bavure. Houphouët refuse. Avec la fameuse formule, je ne peux pas retourner mon propre couteau contre moi-même. Nous prenons de nouveau la rue pour exiger que les coupables soient corrigés. C'est en ce moment-là que le 16, j'apprends que on va profiter de cette marche pour nous réprimer violemment. Des amis, certains amis qui l'apprennent
viennent me conseiller de surseoir à la manifestation, je refuse. Je vais au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Sécurité intérieure pour discuter avec eux et leur expliquer pourquoi nous manifestons. Je vais même au ministère de la Défense. Et le 16, je fais une interview pour qu'elle apparaisse le 17 pour montrer que je sais. Mais je ne recule pas du tout. Parce que c'est comme ça aussi que se construit un pays. Il y a des moments où des crises doivent arriver, il faut qu'elles arrivent. Et si on est au-devant de la scène, qu'on doit être frappé, il faut qu'on le soit. Sinon, on ne dépasse pas les moments de crise, on ne dépasse pas les raisons de ces crises. On n'a pas d'attitude pédagogique, on ne donne pas de leçons au peuple. Alors je refuse, évidemment, de reporter la manifestation, mais je n'ai pas informé l'ensemble de mon parti, ni même la direction, pour ne pas effrayer mes camarades. Le 18 février, très tôt le matin, on vient me rendre compte du dispositif militaire et policier qui a été pris dans le plateau. Je ne sais pas exactement ce que mes adversaires avaient décidé, mais c'est un dispositif de mort. Un certain nombre d'officiers proches du chef d'état-major étaient vers l'hôtel Novotel. D'autres étaient à la permanence du PDCI avec des dirigeants de ce parti. Des militaires étaient au-dessus de certaines tours pour une manifestation, pour une marche. Des loupards étaient réquisitionnés et qui étaient prêts à faire un sale boulot pour que la faute retombe sur nous. Vers 5h, 6h du matin, nous avons été informés de tout ça. Bon, il fallait y aller néanmoins. Il fallait que ce qui devait s'accomplir s'accomplisse. À 8h, quelqu'un est venu me proposer d'aller dans le bureau de ma sœur, à l'Indénié. J'ai refusé. J'ai décidé d'aller directement là où les marcheurs attendaient. Je suis arrivé à 10h. La marche du 18 février. Nous sommes retrouvés à cette marche le matin. Et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et qu'un guet-apens avait été prévu. Et il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche. Et je ne comprenais pas. Et je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, je suis allée. Et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. Nous étions donc au niveau du double château d'eau de la Sodessi, adossé au camp Gallieni, quand nous avons aperçu
des fumées près du palais de justice. Et c'est là qu'on nous a chargés. J'étais sur la même ligne que Denis Segui, président de la Lido, et notre doyen était Marcel. J'ai dit à mes gardes de corps, prenez le doyen et amenez-le rapidement. Pour le reste, Dieu pourvoira. Nous avons été attaqués, la marche a été dispersée, mais dans une violence incroyable. Je me trouvais aux côtés de Laurent, mais je n'ai pas pu rester à ses côtés longtemps parce que tout de suite, il a fallu chercher à le mettre à l'abri. Ces gardes de corps nous ont dispersés. Un groupe est parti avec moi, l'autre groupe est parti avec lui pour assurer nos sécurités. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Lui, il a échappé à la mort parce que des gens ont tiré sur lui. Quelqu'un a tiré sur lui et c'est une dame à côté qui a reçu la balle et qui est tombée. Le ministre de la Défense, assurant l'intérim du Premier ministre, avait reçu le chef du parti d'opposition qu'est le FPI pour lui dire que la demande d'autorisation de cette manifestation avait été reçue et l'avait donc conseillé de faire en sorte que cette manifestation se passe sans violence et sans casse. Le responsable de ce parti a donné les assurances nécessaires et ce matin, au départ de la marche, un rapport m'a été fait. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Évidemment, il leur a été signalé que ceci ne pouvait pas être autorisé si la marche devait être pacifique. L'itinéraire indiqué aux manifestants n'a pas été suivi. Les manifestants se sont rendus au palais de justice où les portes ont été forcées, comme vous l'avez constaté, je crois, et des dégâts importants ont été commis, aussi bien au rez-de-chaussée, au premier étage. Des vitres ont été brisées et aux alentours du palais de justice, plusieurs dizaines de véhicules ont été saccagés. 8 véhicules ont été incendiés et les fumées d'ailleurs étaient visibles de partout à travers la ville. Et également aux alentours du palais de justice, plusieurs immeubles ont été saccagés. C'est le cas du CCIA, la Sogefia, les pyramides, etc. Alors face à une seule situation, et dans un cas de flagrant délit évident, plusieurs personnes ont été interpellées, dont le secrétaire général du FPI. La procédure judiciaire suit son cours. Je voudrais indiquer à la population, aussi bien nationale qu'étrangère, puisque également certains bâtiments d'organisations internationales telles que la BAD ont connu des dégâts, des agents de cette institution ont eu leurs voitures brûlées, que le gouvernement prend toutes les dispositions pour la protection des citoyens et des biens, et que la Côte d'Ivoire est un État de droit. Les manifestations autorisées vont se poursuivre, mais il n'est pas question d'autoriser des manifestations pouvant conduire à la violence et à la casse, et surtout à des agressions physiques. Monsieur le Premier ministre, vous venez de faire état des violences qui ont eu cours ce matin. Il y a que de plus en plus ces actes de violence multiplient dans le pays, notamment dans une ville comme Abidjan. Et les populations sont de plus en plus paniquées, aussi bien les populations actives que les populations scolaires. Les gens ont l'impression, à tort ou à raison, que
le gouvernement n'est pas aussi fort qu'on l'aurait souhaité vis-à-vis de ces actes de vandalisme que l'on constate. Quelles assurances vous donnons aujourd'hui aux populations suite à cette déclaration que vous venez de faire, qu'elles pourront vaquer tranquillement en sécurité à leurs occupations? J'ai indiqué tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Une manifestation autorisée par le gouvernement doit se dérouler normalement. Et c'est ce que nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu plusieurs manifestations. Pour la plupart, il n'y a pas eu de violence. Et par conséquent, nous avons autorisé ces manifestations. Mais quand il y a violence, quand il y a agression, quand il y a destruction de biens privés et publics, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Le droit sera respecté. Vous voulez dire que M. Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse? Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. Quels sont les autres leaders de l'opposition qui ont été arrêtés ce matin? Écoutez, il y a toute une série de personnes qui ont été arrêtées. Toute personne qui inciterait à la violence, qui voudrait perpétrer des actes de violence et de destruction, sera arrêtée, en tout cas sera interpellée. Et les procédures judiciaires seront mises en œuvre. Les diplomates occidentaux, ils ont vu quelques militaires, 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présent, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. Pourquoi le palais de justice ce matin n'était pas protégé par les forces de l'ordre alors que la manifestation se dirigeait vers les autorités responsables de la sécurité et les responsables des partis d'opposition se sont mis d'accord sur un itinéraire. La marche a commencé à l'endroit prévu, mais a suivi un itinéraire différent pour aboutir au palais de justice. C'est pour cela que le palais de justice n'était pas protégé autant. Mais ceci doit cesser. Les lois de la République seront appliquées avec toute la fermeté nécessaire. Si le FPI organise une manifestation demain ou après-demain, quelle sera votre réponse, votre attitude? Mais écoutez, ils auront la réponse du gouvernement. Madame. Si vous étiez ici, les autorités étaient au courant qu'il y avait des manifestants qui étaient armés de cailloux, de bâtons, pourquoi vous n'avez pas interdit sur place la manifestation? Mais c'est ce que je vous dis, madame, que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Quand ce matin, nous avons vu ces manifestants avec des gourdins et des pierres, nous leur avons donné ordre de les déposer avant de commencer ces manifestations. Ils n'ont pas respecté et il y a eu les déferlements que vous savez. Et bien entendu, les forces de l'ordre ont fait leur travail. Et nous recommandons le sang-froid aux forces de l'ordre. Il faudrait que la violence cesse. Et je fais appel à la population entière de soutenir les forces de l'ordre dans ce travail difficile. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour faire face à des actes de violence, de vandalisme et de désordre. Nos adversaires avaient oublié une chose. C'est qu'il y avait un procès au palais de justice de Haïpo Martial. Donc nous avons décidé de ne pas passer près du palais de justice. Nous avons décidé de passer loin du palais de justice. Mais eux, dans leur hargne, voulant faire forcément la jonction entre ce procès et notre manifestation, ils ont mis les loupards à casser des voitures et à mettre le feu à certaines voitures devant le palais de justice. Mais quand vous examinez bien, les voitures qui ont été cassées devant le palais de justice sont les voitures qui appartiennent à les avocats proches de l'opposition. Elles ont été soigneusement triées. Ensuite, ces loupards payés sont allés dans les rues du plateau, ont cassé un certain nombre de boutiques, sauf la boutique de l'épouse du Premier ministre, qui a été soigneusement épargnée et miraculeusement épargnée, puisque les boutiques qui étaient à côté ont été cassées. Tuez-le! Tuez-le! La seule pensée que j'ai eue, j'ai dit, ah, c'est donc comme ça que sont morts Lumumba
Ibn Barka. On m'a mis dans la Jeep et on m'a amené au commandement supérieur de la gendarmerie. Le chef des lieux, le général Tani, est sorti, il m'a regardé, il a dit « Amenez-le à Agban ». J'ai été battue, jusqu'à ce que je m'évanouisse sous les coups. Je suis arrivé à Agban où j'ai trouvé ma femme agonisante quasiment. Kadio Morokro agonisant. Françoise Kadio Morokro, idem. Quelque temps après, on a pris ces 3 personnes et on les a amenées à l'hôpital. J'ai revu après mon épouse à la Maca, quelques jours plus tard. Mais ce jour était pour moi un jour de tristesse en passant à la Côte d'Ivoire. Mais un jour de gloire aussi pour les combattants de la liberté et de la démocratie. Parce que j'étais convaincu que c'était le prix à payer pour qu'on ait la démocratie et pour qu'on ait le pouvoir. Ce jour-là, j'ai compris que je serais président de la République et que plus rien ne pouvait m'arrêter. Et mon fils est venu me rendre visite. Le bruit courait en ville que j'étais mort. Donc il est venu vérifier. Il était l'aîné de la famille. Bon, les enfants pleuraient, donc il est venu voir. Et surtout qu'il est le seul garçon. Il se présente. Il dit, je suis Babo Michel, le fils de Babo Laurent. J'aimerais voir mon père. Ils ont informé donc, les détenus que j'étais là. Et ensuite, ils m'ont demandé mes papiers que je n'avais pas. Ils ont donc ensuite appelé à la présidence de la République. Ils ont reçu l'ordre de m'expulser du territoire parce que j'étais français. J'ai protesté en disant que j'étais ivoirien. Donc suite à cela, ils m'ont demandé de me déshabiller. Et puis bon, mais j'ai rejoint le groupe. Après 1 ou 2 jours, on nous a menés au tribunal où des jeunes gens, des jeunes substituts de procureur nous ont écoutés rapidement. C'était déjà fait le procès, c'était déjà fait avant qu'on arrive. Et puis bon, mais on nous a mis sous mandat de dépôt. Et on nous a transférés à la Maca, dans le véhicule qu'on appelle là-bas Air Maca. Le FPI, Front populaire ivoirien, est enfin reconnu. Le multipartisme est accepté en Côte d'Ivoire. La lutte est grande ouverte entre le parti au pouvoir et l'opposition. Laurent Gbagbo est convaincu que le pouvoir politique ne peut être un cadeau. Il faut se battre pour le gagner. Les marches et les manifestations qui sont les armes de l'opposition sont violemment réprimées et conduisent les principaux leaders à la Maca, la maison d'arrêt d'Abidjan. C'est sans doute le prix à payer pour accéder au pouvoir. J'arrive à la Maca une nuit. On a enfermé les prisonniers dans leur cellule. On nous a mis à poil. On s'est rhabillé. Quand même, ce que j'ai refusé, je n'ai pas voulu qu'on nous coupe les cheveux.
avec le sida et les risques de contamination avec les lames, j'ai refusé qu'on nous coupe les cheveux. Sinon, on avait arrêté les étudiants, on nous a déshabillés devant les étudiants. Hein. Comme ça. Bon, il y avait beaucoup d'enseignants parmi nous. Après cela, on nous habille et on nous dit de rejoindre notre bâtiment, le bâtiment des assimilés. Alors c'était amusant parce qu'en prison, à la Maca, tout était fermé, vous entendez, Gbagbo, président, tous les prisonniers là, tapaient les fenêtres, Gbagbo, président, Gbagbo, président. C'était une ambiance de meeting, sauf que c'était des applaudisseurs fantômes, puisque nous on ne les voyions pas. Cette arrestation était une bénédiction. Était une bénédiction. Dans l'opinion, plus personne ne pouvait dire qu'il ne savait pas qui était Gbagbo Laurent. Plus personne ne pouvait dire qu'il ne connaissait pas le FPI. On n'a pas fait campagne. On a gagné 5 ans de campagne en une seule journée d'arrestation. Mais ça, c'était une bénédiction divine. La leçon que j'ai tirée, c'est que dans la politique, quand vous êtes en prison, ce n'est pas vous qui avez des problèmes. C'est celui qui vous a enfermé qui a des problèmes. C'est parce que lui, il se demande quand est-ce qu'il doit vous libérer. Vous sortez quand on ouvre la porte. Quand on nous a annoncé le procès, moi j'étais heureux parce que, bon, j'ai dit, enfin on va s'expliquer. Je n'avais pas l'illusion que le pouvoir politique allait laisser le droit se dire. Mais je me réjouissais parce que j'allais directement m'exprimer dans un procès public. Et que cette expression allait être rapportée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Donc nous étions en forme, physiquement même nous étions très en forme. Et nous sommes allés au procès. Mais je vous ai déjà dit que j'ai trouvé pitoyable que les gens s'organisent pour nous arrêter par peur. Mais l'impression de peur serait confirmée. Parce qu'il n'y avait pas d'argument. Vous avez cassé le procès du casseur. Mais plus que le procès lui-même, plus que les déclarations que j'ai eu à y faire, c'était la mobilisation dans le pays et en dehors du pays. Pour les 2 procès, en première instance et en appel, je me souviens qu'on a eu à peu près 32 avocats qui ont plaidé gratuitement pour nous, que nous n'avons pas payé. Venant de toutes parts. De Suisse, de France, du Gabon, du Burkina Faso, du Mali, de partout, 32 avocats. Les avocats ivoiriens, même ceux réputés être membres du PDCRDA, comme Maître Dervin, se sont mobilisés. Et celui qui a fait la dernière plaidoirie en appel. Je n'ai pas calculé, si vous voulez. Je n'ai pas échafaudé un plan ou fait quelque chose pour aboutir à un résultat. Je crois que ça a été très, très spontané, très vivant, très actuel. Laurent Gbagbo était par ailleurs mon client, enfin, m'ayant confié des affaires, des problèmes qu'il avait. Il y a quelques années. Et là, il y avait un problème qu'il fallait résoudre. C'était un problème difficile.
c'est pas n'importe qui l'affrontait, qui se mesurait à lui. Et en fonction de cette difficulté, en fonction de ces problèmes, de ces questions qui se posaient, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai dû, j'ai rempli mon rôle d'avocat, c'est tout. Pas plus. On est fiers quand des gens de cette trempe-là se mobilisent pour vous. Un des anciens bâtonniers les plus célèbres de Paris est venu. Mon ami Henri Emmanueli, il a envoyé son avocat plaider. Mais ça faisait chaud au cœur. Maître Kaba, qui est aujourd'hui président de la Fédération internationale des droits de l'homme, il était là, à nos côtés. C'est lui qui a dit au président du tribunal, vous voulez que l'Afrique perde encore. Les intelligences africaines sont dans les box. Et les criminels courent. C'est ça. Donc, plutôt que même l'objet du débat, cette mobilisation était en elle-même encore une victoire. Ceux qui ont fait ce petit coup n'ont pas lu beaucoup l'histoire du monde. Les grands combattants, très souvent, ont été arrêtés. Ça ne les a jamais empêchés d'être chefs d'État. Même en France, De Gaulle a été condamné à mort par contumace. Après, il est rentré à Paris de façon victorieuse. Vous comprenez? Kwame Nkrumah, Habib Bourguiba, Jomo Kenyatta, Nelson Mandela, pour ne citer que quelques-uns en Afrique. Donc la prison n'est pas un obstacle à l'accession au poste de chef d'État. Et quiconque croit qu'il peut empêcher quelqu'un d'être chef d'État en le mettant en prison se trompe. Souvent même, et c'était mon cas, le fait d'arrêter un adversaire lui donne encore plus de poids. Je pense qu'ils m'ont grandi, qu'ils m'ont honoré en m'arrêtant en 1992. Mais la hantise du fouet, parce qu'il en avait une, il ne voulait pas du tout que le tribunal nous relaxe pour délit non constitué. Et je crois que tel que le procès se déroulait, c'est vers cette conclusion qu'on s'acheminait. Puisque personne, ni le procureur, ni les avocats du gouvernement, personne n'a réussi à prouver qu'aucun d'entre nous a posé un acte allant contre les intérêts de la République, allant contre les biens privés et des biens publics. Personne n'a réussi à le prouver. Donc, en droit, nous nous acheminions naturellement vers une relaxe pour délit non constitué. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Devant notre intransigeance, le procureur a dessaisi le juge, a déclaré une suspicion légitime, jetant par là même le doute sur la sincérité du magistrat, qui était Yano Yapo, insinuant par là que Yano Yapo était avec nous. Pour un procès de ce genre, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de pression. Mais étant tenu à l'obligation de réserve, je ne pense pas qu'il convienne d'aller plus loin. Et puis après, c'est devenu une affaire politique. Le Foubogné est arrivé, il a introduit un projet de loi d'amnistie. Nous avons été amnistiés, et je voudrais dire
que c'est la mobilisation du peuple qui nous a libérés. Nous sommes libérés à la fin du mois de juillet.